Droits citoyens va démarrer dans un instant. Pensez à partager ce Facebook Live sur votre profil, groupe ou page Facebook pour toucher un maximum d'auditeurs. Vous pouvez aussi partager ce Facebook Live auprès de vos amis en utilisant Messenger. Merci pour votre patience. Le Facebook Live de Droits citoyens va démarrer dans un instant. Pensez à partager ce Facebook Live sur votre profil, groupe. Vote ta France, la première émission où l'on parle de politique citoyenne par des citoyens et des citoyennes. Municipale, départementale, régionale, Droits citoyens s'engage à vos côtés pour proposer des débats et des échanges sur de vraies questions de société. Vote ta France, une émission animée par Vincent Bach sur Droits citoyens, le média libre et citoyen. Il est 20h31 sur Droits citoyens, on est jeudi 16 janvier 2020. Bienvenue en tout cas sur le Facebook Live pour la première émission Vote ta France, une émission politique citoyenne et non pas politique politicienne. Et aujourd'hui dans les studios de Droits citoyens, je reçois la liste officielle puisqu'elle a été déclarée officiellement, la liste Synthé, la citoyenne. En tout cas, bienvenue à tous les trois. Donc il y a, pour se présenter... Moi c'est Philippe Bariol de Synthé Debout, une des composantes de Synthé la citoyenne. Il y a Fabrice. Fabrice, donc de Véza, conteur et qu'est-ce que je peux dire, que je fais partie de Synthé Debout, que je suis gilet jaune. Voilà, je sais pas. Et moi, je suis donc André Torigna et je suis aussi partie prenante de cette liste Synthé la citoyenne et je suis insoumise. Alors la particularité de cette liste, c'est que ça rassemble plusieurs personnes issues de différents courants de la gauche. Donc il y a la France insoumise, il y a qui d'autre? Pour l'instant, mais c'est ouvert, il y a la France insoumise, le NPA, hein, et Synthé Debout, donc, qui est vraiment que local, hein, qui est un média local, voilà, un confrère, et des Gilets jaunes, hein, on va dire. Oui. Bon. Après, nous, on n'est que des membres parmi d'autres. Voilà, parce qu'on précise liste, bien que justement, il n'y a pas de tête d'affiche, il n'y a pas de premier de la liste. C'est vraiment une liste citoyenne où il n'y a personne qui va chercher la première place, la deuxième place. C'est vraiment... Voilà, et puis ça sera un roulement. Ce sera, j'espère, d'autres personnes qui viendront les prochaines fois pour parler de différents thèmes. Parce que bien entendu, la liste, elle est ouverte. Complètement ouverte, et il y a d'autres personnes qui auraient pu venir ce soir. Alors cette soirée, donc, on va consacrer 1 heure. On va faire une thématique tous les jeudis. Alors bien entendu, comme on indiquait tout à l'heure en off, puisque les temps de parole sont ouverts de façon démocratiquement, donc on invitera les parties, en tout cas les parties prenantes au municipal de 2020 à Saint-Étienne pour respecter la législation en vigueur. Mais quoi qu'il en soit, tous les jeudis soirs à partir de 20h30, on va programmer 1 heure d'émission avec Synthé la citoyenne, justement pour donner plus de visibilité sur les actions que s'engage justement cette liste citoyenne auprès des Stéphanois. Alors ça commence par différentes actions de terrain, sans rentrer dans le détail du sujet puisqu'on va parler d'emploi ce soir. Alors vous êtes combien aujourd'hui actuellement sur le terrain? Sur le terrain, c'est par quartier. Hein. Ouais. Donc, en fait, il y a des référents de quartier. Oui. Il peut y avoir un ou Alors bien devant le micro par contre. une ou plusieurs référentes en fait de quartier. Donc voilà. Donc par exemple à Montieu, le référent de quartier, c'est moi. J'habite à côté. Bah voilà, donc on est voisins, Ouais, qui on est puisait. voisins. Voilà. Et À Châteaucreux, il y a Loïc. À Châteaucreux, il y a Loïc. Et ben il y a Marie. Moi, je suis pas très loin, je suis à Montchauvet, Beaulieu. Voilà. Voilà. Pour nous, c'est hyper important de travailler comme ça. Oui. Les équipes, en fait, c'est quartier par quartier. Puis après, les quartiers peuvent s'aider les uns les autres. Bien sûr, il y a une communication. C'est une élection pour la ville de Synthé. Mais les quartiers, c'est vraiment des particularités, des richesses et des choses qu'on peut comprendre que parfois que si on est habitant du quartier, quoi. Voilà. C'est ça. Ça, c'est important pour nous. Alors pour rappeler, Saint-Étienne, c'est une ville de combien d'habitants? Environ 170 000, Ah oui, quand même. 172 000 habitants. C'est ça, hein. Oui. Ouais. Donc ça fait beaucoup de gens. Donc C'est nous aussi qui pour voulons ça. travailler avec l'humain, Ouais. 172 000 c'est une échelle beaucoup trop grande pour faire des assemblées, pour discuter, pour que les gens aient vraiment la parole. Qui va parler dans une grande assemblée où il y a, je sais pas, 300 personnes, je sais pas quoi? C'est très difficile. Alors pour donner la parole aux gens, nous on fait des choses vraiment quartier par quartier. Voilà.
D'accord. Donc là, aujourd'hui, il y a des personnes justement de votre liste qui font du porte-à-porte, qui vont voir les gens. Donc, Ouais, dans le quartier de Beaubrun-Tarentaise. donc on essaiera de joindre tout à l'heure c'est le prénom, c'est Nicole, c'est C'est ça? Nicole. Donc on essaiera de la joindre tout à l'heure pour faire un petit point justement du porte-à-porte de ce soir. Donc on va aborder donc le premier sujet qui est un sujet quand même qui est intéressant puisque c'est celui de l'emploi, notamment à Saint-Étienne. La dernière fois on avait abordé avec Jérôme qu'on salue d'ailleurs, Oui. Pikachu, sur le fait est que Saint-Étienne ça reste quand même une ville ouvrière qui a un taux de chômage qui est pas énorme parce qu'au moins on est au niveau national on est au même niveau. Simplement, c'est qu'il y a des problèmes, comme dans toute ville, de concentration, puisque comme Saint-Étienne, les loyers sont pas chers, donc les gens viennent à Saint-Étienne parce qu'il y a déjà les loyers qui sont pas chers, mais c'est pas pour autant qu'il y a du travail pour tout le monde. Bah, à Saint-Étienne, il y a quand même de nettes difficultés avec l'emploi, hein. Dans la région Rhône-Alpes, c'est plutôt dynamique. C'est une région très, enfin Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vraiment une région très très riche. La région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, mais la Loire a un niveau de difficulté moyen, mais à Saint-Étienne, c'est particulier. Et dans certains quartiers, c'est encore pire, les difficultés sont énormes. Alors, le quartier le plus pauvre à Saint-Étienne? Alors, le plus pauvre, je ne sais pas, mais en fait, si vous prenez par exemple le quartier. La Dame Blanche. Dame Blanche. Voilà. Ouais. Aussi, c'est pas... Il y a, vous savez, l'INSEE travaille sur des choses très précises. Oui. Et par exemple, on peut regarder que sur le quartier de Janon, qui est à Terre-Noire, et le quartier de Mogara, les Hautes-Terres-Noires, qui est aussi à Terre-Noire, entre ces deux morceaux de Terre-Noire, il y a une différence de 10 000 € par an de revenus. C'est énorme. Voilà. Donc ça veut dire les gens des Hauts de Terre-Noire, Mogara, le quartier d'où je viens, sont vraiment beaucoup plus pauvres. Donc il y a des disparités. Et le chômage, c'est pareil. Oui. Ouais, voilà. Et les jeunes, il y a beaucoup de jeunes à Saint-Étienne? Il y a pas mal de jeunes à Saint-Étienne parce que du point de vue étudiant, par contre, c'est une ville qui attire. Hein, voilà. Des jeunes qui sont hélas obligés souvent de travailler parce qu'ils sont pas forcément sont issus plutôt de milieux modestes. Voilà. Donc il y a aussi ce problème-là des étudiants travailleurs. Ça c'est une autre difficulté parce que ça joue vraiment sur leurs études. Voilà. Donc alors on va aborder forcément la précarité, les possibilités de formation, développer des formations, développer le tissu économique, bien entendu. Après, il y a des controverses aussi. Il y a juste en face de nous, pas très loin, qui se construit une zone commerciale qui fait aussi débat sur le coût public, mais aussi sur le fait que ça va déplacer des emplois et pas forcément en créer. Nous, on pense vraiment qu'il n'y a pas de création, il y aura pas de création d'emplois nette avec style. Au contraire, il y aura destruction d'emplois. On le pense et on a des chiffres dans d'autres régions où il y a eu des expériences similaires qui tendraient à prouver, on verra, hein, mais à mon avis, il y a un risque, que en fait, pour un emploi créé à Style, il y en a 2, voire plus, qui sont détruits ailleurs. Donc on va faire des économies alors. Enfin, du moins le patronat. Le patronat, lui, si vous avez sur Saint-Étienne et sa couronne 3 enseignes et que vous la regroupez dans une seule à Style, vous allez dans une grande à Style, vous allez au passage comprimer votre personnel. C'est ça. Donc là, il y a Decathlon qu'on a vu que Decathlon allait ouvrir une boutique. Donc ça veut dire que le Decathlon de Villars, par exemple, il va délocaliser des emplois. On ne sait pas en fait. Il y a beaucoup de communications qui sont faites sur des enseignes qui vont s'installer, mais on ne sait pas grosso modo ce que ça va donner. On ne le sait pas et c'est grave de ne pas le savoir. Parce que l'information circule pas très bien sur ça. Hein. Oui. Déjà, c'est normal de pas savoir ce qu'ils vont faire puisqu'ils ne l'annoncent pas vraiment clairement. Hein, mais il y aura des pertes d'emplois en fait. Hein, sur le papier, on voit des créations d'emplois, mais en fait, on ne voit pas toutes celles tous les emplois qui sont supprimés ailleurs. Hein, forcément. Alors justement, quand on parle de suppression d'emplois, il y a aussi les commerçants du centre-ville qui peuvent être touchés, qui peuvent être impactés avec cette zone commerciale qui va s'ouvrir. Ils vont être durablement impactés. Et pourtant, ce sont des commerçants qui sont proches du maire sortant. Oui, alors il paraît. Après, je ne suis pas dans les urnes, ils votent dans le secret des urnes. Mais il paraît que les commerçants seraient proches du maire, mais je pense qu'ils ont tort. Hein. Parce que d'un côté, ils sont flattés dans le sens du poil, mais de l'autre côté, en fait, concrètement, ils ne font pas le poids face à des grandes enseignes qui apparemment ont les faveurs de la municipalité.
Là-dessus, il y a quand même, Là-dessus, il y a quand même un bémol parce que moi, ces derniers temps, j'ai reçu un certain nombre de messages sur Facebook Messenger de commerçants qui me disent on peut plus suivre Perdriau, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même une remise en question de la part de certains commerçants, en tout cas. Je sais pas qui continuera à suivre Monsieur Perdriau ou qui voilà. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de commerçants qui ne sont plus du tout d'accord avec la politique menée par Monsieur Perdriau. Alors en tout cas, si vous souhaitez intervenir, vous qui regardez ce Facebook Live et qui pouvez aussi nous écouter sur la web radio, puisqu'on est aussi une web radio, en téléchargeant l'application Orange Radio ou radio.fr, vous recherchez Droit Citoyen en un seul mot et vous pouvez écouter de votre mobile éventuellement en dehors de Facebook Live le programme Droit Citoyen. Et vous pouvez également commenter cette vidéo si vous voulez interagir avec nous. Il y a André de la liste Synthé la citoyenne qui se propose justement de regarder un peu ce qui se passe sur notre Facebook Live et de réagir à vos commentaires. Alors la précarité aujourd'hui à Saint-Étienne, bon c'est pas une chose, tout le monde le sait, même au niveau national, puisque dernièrement les médias ont évoqué justement les villes les moins chères, notamment Saint-Étienne est l'une des premières, voire la première, où les loyers sont pas chers. Donc ça signifie grosso modo que il y a une certaine précarité à Saint-Étienne. Ça veut pas dire que Saint-Étienne est une ville morte. Simplement, c'est que peut-être que le plan économique n'a pas été réfléchi ou pensé pour essayer de développer, faire revenir justement des industries pour créer de l'emploi. Pourtant, il y a ce qu'il faut à Saint-Étienne. Il y a beaucoup de terrains nus. Il y a aussi le terrain du Style qui a été dépollué entre-temps et qui a pris du retard justement par rapport à la dépollution. On aurait pu faire venir des usines et pas forcément délocaliser des emplois et en supprimer d'autres, notamment au centre-ville, puisqu'il y a des magasins qui sont quand même fermés. Il n'y a pas de volonté justement pour l'instant municipale de faire revivre le centre-ville. Alors, est-ce qu'il y avait eu des possibilités justement de faire venir à Saint-Étienne des groupes nationaux, internationaux qui pouvaient encore créer de l'emploi? Oui, alors les groupes internationaux, ils sont très très présents à Saint-Étienne. C'est un problème en fait. Qui assure les transports à Saint-Étienne? Alors tu vas me dire la Stas. C'est ça. Oui, sauf que la Stas, c'est pas elle qui pilote. C'est Veolia Transdev qui Veolia. pilote. Voilà. Donc c'est pas du public. On appelle ça délégation de service public, mais en fait c'est du privé. Et voilà, il y a des tas de choses comme ça. Les multinationales sont partout, elles sont implantées partout. Monsieur Perdriau et les municipalités précédentes aussi ont ouvert grand la porte au privé et notamment aux multinationales qui contrôlent une grande partie de la ville. Elles contrôlent notre eau, elles contrôlent nos transports. On en reparlera justement de l'eau parce que c'est important que certaines communes, notamment comme Saint-Étienne, reprennent justement la gestion de l'eau en régie autonome et non pas forcément déléguée à des groupes capitalistes. Alors moi je suis pas anticapitaliste personnellement, mais je trouve que l'eau personnellement devrait être gérée par des régies autonomes municipales et pas déléguées sur des appels d'offres. On ne peut pas faire de l'argent avec de l'eau, pour moi. Tout à fait, mais Philippe a entièrement raison, je le suis là-dessus. C'est que ce qu'il était en train de démontrer, c'est que l'argent qui part dans les multinationales qui sont de plus en plus nombreuses sur Saint-Étienne, c'est pas de l'argent qui va aux Stéphanois. Bien sûr. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est pas de l'argent qui va être utilisé ensuite pour faire vivre Saint-Étienne. Donc ça ramène de l'argent dans la caisse de la ville quand même, puisqu'il y a les taxes dessus, mais une bonne partie de l'argent part aux multinationales. Voilà. Donc l'argent n'est pas réinvesti localement par... Oui. Alors si on part sur le sujet de l'eau, on va en avoir pour un moment, mais il faut repasser en régie, c'est évident. Comme la Stas. Ouais. Les transports aussi. Ouais. Les transports aussi, il faut repasser en régie. Les employés de la Stas, tout comme les usagers, seraient tout à fait favorables parce qu'on repasse en régie. Ça veut pas dire que le transport va devenir gratuit, hein, mais ça veut dire qu'on va reprendre le contrôle et qu'à partir de là, on pourra vraiment étudier les trajets, etc. et faire des choses qui adapter les trajets par rapport aux quartiers, notamment qui ne sont pas très bien desservis, à des heures aussi où les transports commencent tard, par rapport aussi à des horaires de travail qui commencent tôt
et qui finit tard, et les transports, ils finissent tôt. Donc il y a des lignes qui sont pénalisées par rapport à ça. Oui, actuellement, le problème, c'est la démocratie. Déjà, par rapport à la base, par rapport à l'eau, il y a plusieurs problèmes. Il y a l'écologie, par rapport au transport, c'est pareil. Il y a un problème d'écologie. Il y a un problème pour les gens pour qui le transport c'est trop cher et l'eau c'est trop cher. Il y a un problème, social, quoi. Mais il y a aussi un problème de démocratie. C'est-à-dire, qui c'est qui décide? Est-ce que c'est les 10 personnes de Transdev, les 10 grands chefs, là, parce qu'il y a 10 grands chefs à Saint-Etienne, de Veolia Transdev, qui sont payés 1 million par an, tous les 10 là, et qui décident de tout au niveau du transport. Et vous voyez les lignes qui changent, etc. Tout ça. Non, ça c'est pas possible. Le transport, ça doit vraiment se décider avec les habitants. Actuellement, il y a des endroits où c'est difficile de circuler, où les bus n'arrivent pas à se connecter. Les gens ont des problèmes énormes. Et ça, comment ça se règle les problèmes de ce type-là? On allait voir les gens justement, en faisant des enquêtes publiques. Et c'est pas en imaginant les besoins des gens et en construisant une 3e ligne de tram que personne n'avait demandé qu'on va résoudre les problèmes. Est-ce que le maire sortant, il a une connaissance justement de la vie économique justement de ce quartier? Je pense que le maire sortant, il a oublié complètement les quartiers depuis la dernière campagne. Dans la dernière campagne, il était dans les quartiers, mais depuis, il les a complètement oubliés. Ça ne l'intéresse absolument pas. À part la zone de la cité du design et de 2-3 endroits dans Saint-Etienne, le reste ne l'intéresse absolument pas. Voilà. Alors, comment vous imaginez justement les semaines à venir? Parce que en ce moment, l'actualité est occultée par la réforme des retraites, qui est forcément, on n'entache pas, mais créer un paravent sur les municipales qui arrivent à grands pas fin mars. Donc, ça veut dire qu'au mois d'avril, il y aura une nouvelle municipalité. Et que, qu'est-ce que vous envisagez justement pour ces prochaines semaines? Ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup de temps, il reste 12 semaines. Vous avez compté le nombre de semaines? Non. Non. Non, pas vraiment, non. On n'en est pas là quand même, à compter les semaines. Non. Non. Donc, il y a aucun, pour l'instant, il n'y a pas de calendrier? Si, on a un calendrier, mais c'est calendrier tous les jours. Tous les jours, dans chaque quartier, il y a des actions. Là, il y avait un porte-à-porte. Il y a des porte-à-porte quasiment tous les soirs. Voilà. Des porte-à-porte quasiment tous les soirs. On fait une réunion de travail une fois par semaine. Ouais. Après, comme on est tous des citoyennes et des citoyens engagés, en ce moment, on est aussi particulièrement mobilisés sur d'autres sujets. Donc, voilà. En plus, ce qui se passe aussi, c'est que je dirais depuis, à Saint-Debout, puisque Saint-Debout s'est créé il y a 2 ans, on est continuellement dans les actions. Donc on ne s'est pas dit on va faire ça par rapport à... En fait, on n'est pas dans la logique politicienne, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, à Saint-Debout, comme j'en parlais la dernière fois, il y a une équipe de Gilets jaunes qui s'est créée pour recueillir les invendus, les fruits et les légumes invendus, et puis ensuite préparer des repas avec. C'est des choses très concrètes qu'on fait. C'est-à-dire que pour nous, je pense que mes amis ne me contrediront pas, c'est que les élections, c'est bien, mais ça peut nous permettre ensuite d'avoir plus de possibilités pour faire telle ou telle chose, mais c'est pas une fin en soi. C'est pas une. On vise pas les élections pour par exemple pour certains c'est avoir des places. Nous c'est pas ça qui nous intéresse. Nous c'est de faire des choses, et des choses on en fait depuis très longtemps. Ça se concrétise encore plus. Ça s'est concrétisé encore plus ces derniers mois, ces dernières... Voilà, et donc, les élections seront une étape, mais c'est pas une fin en soi. Ces élections peuvent nous permettre ensuite d'avoir plus de possibilités pour travailler avec les uns, avec les autres, pour aider les uns et les autres à monter des projets. Et enfin, moi, je le vois comme ça, quoi. C'est parce qu'on fait des choses qu'on en vient au municipal, en fait. On fait des choses, pas que nous, hein. Il y a plein d'autres associations, plein d'autres groupes qui font des choses et qui sont empêchés d'aller plus loin par la politique de la municipalité actuelle. Donc nous, si on veut aller plus loin, il faut aussi qu'on bouge la municipalité actuelle. Ça ne nous empêchera
pas de toute façon. Le fait est justement de créer cette liste, c'est aussi une nouveauté. C'est aussi l'après des Gilets jaunes, ça répond aussi à une certaine demande qui a été faite et formulée pendant plus d'un an. Comme tu le sais, il y a un mouvement citoyen fort et international depuis 2011. Par exemple, avec les indignés en Espagne, avec le printemps arabe en Tunisie, etc. Il y a un mouvement des citoyens, mais dans le monde entier, qui veulent avoir droit à la parole face à quoi? Face à l'argent. Voilà. Donc oui, parce que de toute manière, c'est grosso modo, c'est le capitalisme qui gouverne un peu le monde. Et ça, c'est pas une légende urbaine, c'est la réalité en fait. C'est plus que ça même. C'est l'argent qui gouverne le monde. Et qui puisse, c'est souvent de l'argent public, notamment en France, puisque on parle du CICE. On peut en parler aussi, c'est de l'argent public qui a été injecté, soi-disant, pour promouvoir, créer de l'emploi. Et puis, finalement, c'est de l'argent public qui s'est retrouvé dans la poche des actionnaires de certains grands groupes. De grands groupes, par exemple. Et par exemple, quand ça arrive à la STAS, ça va où? Ça va à Veolia Transdev. Tout à fait. Et est-ce que c'est clair ce qu'ils ont fait avec le CICE? C'est pas clair. Parce que même François Hollande avait été interpellé par Madame Lucet par rapport à cette question sur l'utilisation de cet argent, qu'il n'y aurait pas de pénalité, qu'il n'y aurait pas de vérification des services des impôts sur l'utilité de cet argent, et qu'il n'y avait pas de pénalité. Donc, grosso modo, les entreprises pouvaient faire ce qu'elles voulaient, si ce n'est qu'un audit interne qui pouvait éventuellement, mais ça c'est quand même du foutage de gueule, si je puis me permettre, de dire que les entreprises peuvent punir sur l'utilisation de l'argent public. Donc les entreprises ne sont pas des instances démocratiques où les gens auraient à voter, à part sur la place de la machine à café. Ou ce sont des coopératives qui ne votent pas sur grand chose. C'est pas connu pour être hyper démocratique, à part les coopératives. Donc voilà, et c'est pas connu pour vouloir être là pour faire pour le bien public. Non, c'est là une entreprise clairement, elle est là, une entreprise privée et d'une certaine taille est clairement là pour faire des bénéfices pour les actionnaires. Et là, on voit, c'est dans ses statuts. On voit le gouffre, on voit le gouffre qu'il y a entre la démocratie qui veut vivre à partir de la base, à partir des ronds-points, à partir des quartiers qui sont aussi grands que des petites communes. Je veux dire, il y a des quartiers qui font 8000 habitants. 8000 habitants, c'est l'équivalent d'une petite commune. Communieux. Voilà, Communieux, par exemple. Et en face, on nous parle de Saint-Étienne. Mais Saint-Étienne, c'est un habit d'Arlequin. C'est-à-dire que... et au-delà du fait de parler de Saint-Étienne, de faire une assemblée, mais Perdriau n'est pas le seul, Courbon, Longeon, machin, ils font des assemblées de Saint-Étienne, au lieu de s'intéresser vraiment au quartier. Avec la logique de M. Perdriau, on va encore plus loin, c'est-à-dire que ça dépasse largement le cadre de Saint-Étienne, c'est international, quoi. On part de choses qu'on voudrait faire dans les quartiers, et là, au lieu que ça monte des quartiers, au lieu que ça monte des ronds-points, au lieu que ça monte vraiment de ce que veulent les gens, non. Les gens prennent la mondialisation, là, on se la prend en pleine figure, quoi. Et on est écrasé par tout ça, par toutes ces grosses entreprises. Et à un moment donné, on est un certain nombre à vouloir dire attendez, on n'est pas dans un système, on a un cœur, on est humain, on voudrait faire des choses avec nos voisins, voilà. C'est des logiques qui sont complètement différentes. Alors à Saint-Étienne, il faudrait créer de l'emploi. Ouais. Il faudrait combien de création d'emplois? Alors d'abord, si on crée des emplois dans le style des emplois pour les multinationales, etc., on n'a aucune maîtrise là-dessus. Ce sont des emplois délocalisables. Qui peuvent aller de Saint-Étienne à une autre ville suivant les offres qui sont faites par les maires. Donc ce genre d'emploi ne nous intéresse pas, ils sont trop délocalisables. Ce qui nous intéresse, c'est des emplois qui restent dans la sphère stéphanoise et qui ne soient pas délocalisables. Et en fait, en réalité, si on observe les chiffres, ce n'est pas les grandes entreprises qui créent le plus ce genre d'emploi. C'est souvent, justement, on a une idée reçue là-dessus, mais c'est vrai, c'est souvent le milieu de l'artisanat aussi qui crée de l'emploi. Il y a beaucoup de gens qui se mettent aussi à leur compte et qui tentent l'aventure. Petites et moyennes entreprises, associations,
Aussi. Crée beaucoup d'emplois en fait. En réalité, si on regarde, les designers à Saint-Étienne, c'est quoi? C'est une poignée. Les emplois créés par le design, c'est quelques poignées. Mais les emplois dans les centres sociaux ou dans les centres de loisirs qui s'occupent des enfants, c'est beaucoup plus en réalité. Donc il y a de côté quelque chose qui brille, etc. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de design, mais si on regarde du point de vue de l'emploi, les centres de loisirs, s'occuper des enfants, qui est une tâche qui devrait être valorisée, et créer beaucoup plus d'emplois que la cité du design. Voilà, donc il faut regarder les choses en face. C'est là, c'est dans les quartiers. Alors si on aide ces structures de quartiers à créer des emplois, etc., là on aura des emplois. Et des emplois qui ne vont pas se délocaliser sur Mars. Et puis l'emploi, ça ne se crée jamais dans le vide. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un emploi quelque part, pour qu'une personne puisse aller à son emploi, il faut qu'il y ait des transports. Il faut aussi qu'il y ait des crèches. Il faut qu'il y ait toutes sortes de services. En fait, en réalité, autour de la création d'un emploi, c'est toute la vie de la cité qui y contribue. Bien sûr, parce qu'il faut résumer justement que des familles, il y a des enfants en bas âge. Donc pour permettre aux parents d'aller travailler, il faut pouvoir mettre en place des crèches, des écoles de proximité qui ne sont pas forcément en nombre dans certains quartiers. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de familles qui vont déplacer leurs enfants. Et puis surtout, les crèches, c'est un problème qui revient souvent dans la majeure partie des grandes villes. C'est qu'il n'y a jamais assez de place dans les crèches. Donc ça, c'est quand même étonnant. Et justement, on va pouvoir rebondir sur l'associatif. Les crèches associatives, par exemple, créent de l'emploi. Oui, complètement. Toutes ces entreprises, ABS, des emplois non délocalisables. Il y a plein de... Des emplois qui vont rester sur place. Et puis c'est quand même vachement plus enthousiasmant, enfin je pense, de se dire, pour quelqu'un de se dire, je vais bosser avec des gens du quartier au service de gens du quartier, au service de leurs enfants, au service par exemple de leurs parents aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à développer au niveau des personnes âgées aussi, de l'aide aux personnes âgées, que de se dire, je vais faire un boulot purement alimentaire pour une grande chaîne qui en aura rien à faire, qui considère les gens comme de rien. C'est quand même vachement plus motivant de se dire, moi, le petit artisan qui bosse, qui connaît les gens du quartier, que de travailler pour les grandes multinationales. Enfin, je sais pas, moi, mais... Et il y a plein de contradictions, en fait, dans l'emploi à l'heure actuelle. La première chose qu'on dit à une personne qui va s'inscrire à Pôle emploi, qui cherche donc du travail, on lui dit, est-ce que vous êtes mobile ? En fait, il y a deux sortes de mobilité. La mobilité professionnelle, c'est-à-dire est-ce que tu es capable de faire n'importe quel métier ? Ce qui, au niveau des compétences, laisse à désirer. La polyvalence. S'adapter à n'importe quel métier, non. Quand on a un métier, on l'a pas, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Et d'autre part, s'adapter à n'importe quel métier, et d'autre part, être mobile au niveau kilométrique. C'est ça qu'on demande à une personne. C'est complètement contradictoire avec tous les objectifs d'écologie qui sont prônés par ailleurs. La première chose qu'on demande, est-ce que vous pouvez faire 50 km ? Est-ce que vous êtes véhiculé ? Est-ce que vous avez le permis ? Et c'est souvent justement, ça aussi c'est un des problèmes qu'il y a avec les zones industrielles qui ne sont jamais très bien desservies par les transports publics. Ça, j'ai jamais compris. Comment on peut développer des entreprises dans des zones industrielles sans développer justement les transports publics ? Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que bien souvent, il y a des gens qui commencent très tôt le matin et les transports publics ne peuvent pas répondre à ces demandes-là, en fait. Donc les gens qui sont à la recherche d'un emploi, on leur demande justement d'être mobiles, d'avoir soit le permis ou de pouvoir assurer justement cette mobilité. Mais alors qu'on parle d'écologie et que finalement on se plante carrément par rapport à ça. Le transport public, c'est bien le transport public. Donc ça veut dire qu'on met à disposition des citoyens d'une ville des moyens de mobilité qui permettent justement, peu importe la fréquentation, mais d'assurer justement un service public. Les gens, ils payent des taxes, notamment la taxe d'habitation. Donc ça, c'est un autre débat puisque elle va être bientôt transférée, pas forcément annulée, mais transférée. Mais les pouvoirs publics, au niveau des collectivités locales, doivent développer les transports publics en tant que service public. Et on ne doit pas développer un service de transport sur une fréquentation. Puisque c'est la fréquentation, on ne peut pas l'estimer si ce n'est que sur des grandes lignes, comme le tram, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, on verra plus tard.
Donc, c'est un autre débat aussi. Donc voilà, dans les zones industrielles, la priorité, développer de l'emploi, mais il faut aussi développer les moyens de transport public. Et là, tu disais, André, tout ce qui va autour. la dernière fois que vers chez toi, il y avait des lignes qui disparaissaient complètement. Oui, enfin pas vers chez moi, mais là où je travaille, oui, en effet. Ouais, voilà. Par exemple, mais c'est pas très loin d'ici, hein, sur la place de l'Angélus, jusqu'à ce que les itinéraires soient revus. C'est-à-dire, c'est il y a 2 ans, je crois, que la municipalité, enfin Saint-Étienne Métropole a revu les itinéraires sans demander l'avis des habitants. Donc jusque-là, il y avait plusieurs bus qui passaient place de l'Angélus. Il y avait le 9, il y avait le 19, il y avait le 4, il y avait le 11. Et maintenant, il n'y a plus que le 4, enfin le M4, sur la petite place de l'Angélus. D'accord. Donc voilà, quand même. Et puis, moi, je pense beaucoup aux jeunes qui habitent dans ces quartiers-là, parce que après 20h, c'est très compliqué de circuler en bus. Donc, s'ils veulent aller voir un film en ville, parce que malheureusement, il n'y a pas de cinéma dans ces quartiers, parce que ça aussi, on pourrait aussi en discuter de l'aspect culturel. Mais bon, aujourd'hui, on a dit qu'on se contentait qu'on se limitait au thème de l'emploi. Mais c'est vrai que, par exemple, tous ces jeunes-là, et moi, je pense beaucoup à eux parce que ce sont mes anciens élèves, puisque je suis enseignante dans ce quartier, tous ces jeunes-là, pour eux, c'est très difficile de sortir le soir. Donc, c'est sûr, ils se sentent délaissés, il y a de la colère, et moi, je la comprends, cette colère, quand même. Quand on se sent comme ça, à ce point abandonné. Voilà, Saint-Étienne, en plus, c'est quand même pas une ville où le climat est forcément serein, même s'il y a le réchauffement climatique. Donc l'hiver, si on veut aller, voilà quoi, boire un verre en ville, pardon, ou aller au cinéma, qu'après il faut remonter la colline à pied dans la neige, bon. Et ce qui est d'étonnant, et là on l'a vu encore avant-hier, c'est qu'il y a un énorme fossé entre la communication, je dirais la propagande outrancière de M. Perdriau et ce que vivent les gens. Parce que cette colère dont parle André, elle s'est encore illustrée avant-hier quand le maire a inauguré son local de campagne, que des gens ont voulu lui poser des questions, ont voulu lui parler, et qu'ils ont été bloqués par un cordon de vigile, tout ça, et que cette colère, se sentant méprisés, se sentant rejetés, à ce moment-là, ils se sont mis à... ils ont crié, ils ont insulté, et le maire n'a pas pu correctement... il s'y est repris à plusieurs fois. Le maire les a insultés d'eux-mêmes. Oui, voilà, le maire... Et gravement. Voilà, et gravement. Et finalement... pour que le maire puisse prononcer son discours, pour que le maire puisse prononcer son discours, ils ont envoyé les forces de l'ordre. Et alors d'un côté, on avait le maire qui disait « Ah oui, la démocratie, l'union des Stéphanois, tout ça », et de l'autre côté, il y avait les gens qui, dans le même temps, se faisaient tabasser parce que, simplement, ils avaient voulu parler avec le maire, ils avaient voulu lui confier... sans doute leur détresse et tout ça. Et là, on se dit... Et puis, de l'autre côté, le maire parlait de respect, et il y a quand même toute une partie de la population stéphanoise qui n'est pas respectée, qui ne se sent pas respectée. Et alors, pour rebondir là sur l'histoire effectivement, il y a une partie de la population qui n'est pas respectée à Saint-Étienne, et pour revenir sur l'emploi, il y a aussi quand même un gros problème, c'est la discrimination. Oui. Voilà. Alors, moi, je suis enseignante et j'ai des classes de 3e qui doivent partir en stage. Alors, il n'y a pas un grand enjeu. Hein, c'est qu'un stage d'une semaine d'observation du monde du travail. Mais voilà, quand on porte certains prénoms et certains noms et qu'on décline une adresse, un domicile, on est rayé, quoi. C'est très compliqué de trouver un stage pour ces jeunes. Et alors, donc ça, je redis bien, il n'y a pas d'enjeu, c'est juste un stage d'une semaine de 3e. Mais donc, pour trouver du travail après, quand on est adulte, j'imagine les difficultés. C'est vrai que la discrimination, déjà par le nom et par l'adresse, alors surtout pour l'adresse, pour certains quartiers, notamment Terre-Noire, il y a aussi
Du côté des Aciéries, au-dessus, Moreno, Moreno. c'est ça? Moreno, la Cotonne, parfois les gens sont discriminés. Voilà, c'est comme pour, Et donc dissimulent leur adresse, et ça, ils ont raison. c'est comme pour Nancy, le Haut du Lièvre, c'est comme à Toulouse, le Mirail, il y a des quartiers qui ont une connotation discriminante de par l'adresse. Et on salue bien entendu ceux qui nous écoutent un peu partout en France, puisque ce soir on est à Saint-Étienne, on parle des listes de Saint-Étienne, mais ces problèmes on les retrouve un peu partout en France, et pas que seulement à Saint-Étienne. Ça c'est clair. Et justement, on faisait une petite parenthèse tout à l'heure par rapport à Toulouse, parce que Toulouse c'est une ville pour laquelle j'ai de l'affection et que André a aussi de l'affection. C'est que pour prendre l'exemple de Toulouse, il y a quelques années en arrière, les loyers n'étaient vraiment pas très chers, étaient accessibles, et puis il y a eu un boom, les gens sont partis à Toulouse. Il n'y a pas forcément plus d'emplois qu'avant, même s'il y a une vie économique assez importante et très riche. Mais les loyers font que on se retrouve dans la même problématique avec Lyon, où un studio, ça va coûter 500 €. Le SMIC est à 1200 €, enfin 1190. Les transports en commun ne sont pas forcément gratuits dans certaines villes, le sont pour les demandeurs d'emploi à Toulouse, parce qu'il y a un tissu économique qui est fort. Mais si les loyers sont importants, notamment on pense bien entendu aux Parisiens et ceux qui habitent en région parisienne, où les loyers sont chers, la vie elle est très chère, et le salaire il reflète pas tout ça. Donc on a quand même un peu de chance d'être un peu en repli à Saint-Étienne, de pas avoir ce problème de loyer, si ce n'est qu'il y a des quartiers comme celui de Montplaisir où les loyers sont un peu plus chers. Mais l'important c'est que tout passe par la mobilité. Et ça aussi, c'est un sujet qui revient souvent, c'est l'intermodalité, qui est très bien développée dans certaines villes, mais pas forcément à Toulouse, même à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, la ligne TER Lyon-Saint-Étienne est très dynamique, elle est très bien développée entre Perrache et Pardieu. Il y a quand même pas mal d'allers-retours dans la journée. Il y a beaucoup de Stéphanois qui vont travailler à Lyon, et inversement, il y a aussi des Lyonnais qui viennent aussi travailler à Saint-Étienne, il n'y en a pas beaucoup. Mais on est obligé d'habiter à Saint-Étienne pour aller travailler aussi à Lyon. Donc là, il y a un déplacement. Alors au niveau écologique, donc heureusement qu'on utilise le transport en commun. Le train. Et là, je vais parler justement d'écologie, parce qu'il y a la fameuse autoroute qui relie Saint-Étienne et Lyon, et qui connaît beaucoup d'embouteillages. Il y a eu une polémique sur la création d'une nouvelle autoroute qui aurait permis de désengorger, mais qui aurait aussi permis de créer de l'emploi par rapport à ça. Donc des fois l'écologie c'est problématique. Ça aurait surtout entraîné la suppression de j'ai plus le chiffre en tête, je sais pas combien d'hectares de terres agricoles. Et le maire sortant a été porteur de ce projet. Il a voulu le soutenir auprès du gouvernement. Mais ce projet, je crois qu'il est abandonné définitivement. Oui. Alors définitivement, je ne sais pas. Et par contre, effectivement, l'alternative, c'est aussi le train. Et je suis pas tellement d'accord. À mon avis, ça doit être bien. Il faudrait vraiment améliorer la fréquence des trains, parce que si les gens prennent la voiture, c'est que la fréquence, elle n'est pas vraiment très. Et pourtant, il y a de quoi faire, puisque c'est un omnibus, ça traverse Saint-Chamond, Rive-de-Gier. Oui, il y a un service qui est bien fait, mais après, il y a une il pourrait y avoir des directs aussi, en fait. Saint-Étienne, Lyon. Il existe, mais avec le TGV qui va à Paris. Et puis en plus, il y a le coût, quand même. C'est un peu plus de 10 € l'année simple. Donc, il y a une autoroute voie rapide qui est gratuite. C'est ça le grand problème, en fait, de cet accès qui va à Lyon, c'est qu'elle est gratuite. Et qu'elle charrie énormément de véhicules. Donc vous imaginez surtout bien, les camions, il y a beaucoup de camions. Et les multinationales ont l'œil dessus et aimeraient bien savoir comment on pourrait monétiser cet échange permanent qu'il y a entre Saint-Étienne et Lyon. C'est ça la question, en fait. Voilà. Et la 45, c'est une tentative de ça. De pouvoir se faire de l'argent là-dessus, sur ce trafic. Donc privatiser justement. De privatiser le Saint-Étienne-Lyon, là. Voilà. C'est ça la question de fond. Mais je n'avais pas terminé sur l'emploi. Oui. Sur l'emploi, il y a quand même quelque chose de très directement qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il faut faire quand même le constat de se dire, bon, qu'est-ce qui marche pas. Parce qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Qu'est-ce qui ne marche pas Qu'est-ce qui ne marche pas Pôle emploi. On est d'accord, ça ne marche pas. Il y a beaucoup aussi de précarité à Pôle emploi. J'accuse pas mes il y a beaucoup de CDD à Pôle emploi. C'est ça. J'accuse pas mes anciens collègues de Pôle emploi, puisque j'y ai travaillé pendant quelques temps. Mais Pôle emploi, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que quand tu as 400 dossiers à traiter, c'est impossible. Donc les gens à Pôle emploi ne peuvent pas assumer leur mission.
D'accord ? Il y a la mission locale aussi, qui s'occupe des jeunes. Ça, c'est un peu mieux quand même. Hein. Il y avait un aspect local, il y avait une implantation réelle dans le territoire qui était plus forte que Pôle emploi, qui était vraiment nationalisée. Mais depuis quelque temps, on leur a serré la vis et ils ont de moins en moins de moyens. Et d'ailleurs, ils étaient en grève il n'y a pas si longtemps, hein, les missions locales. Donc, alors, le service public de l'emploi, tout ça ne fonctionne pas. Il ne rend pas le service qu'il devrait rendre aux personnes. Si tu veux trouver un emploi, les gens vont pas aller à Pôle emploi parce que en plus il y a beaucoup de choses qui sont dématérialisées, tout se passe sur Internet, etc. Ce qui n'est pas possible pour tout le monde, tu vois. Si tu n'as pas un ordinateur, et encore c'est pas suffisant. Si tu n'as pas un smartphone, tu peux pas fonctionner avec Pôle emploi pratiquement maintenant. Et si on n'a pas de voiture, on peut pas aller aussi bosser quand Voilà. on demande de bosser dans Donc, des voilà. endroits Si qui sont jamais pas tu es desservis. dans une spirale où tu commences à manquer de moyens, tout s'enchaîne. Voilà. Donc, qui va s'occuper des chômeurs, en tout cas pas Pôle emploi. Donc, le service de l'emploi étant défaillant au niveau national, il faut que c'est de la responsabilité de la municipalité de pallier à ces manques. Alors qu'est-ce qu'a fait justement la municipalité sortante autour de l'emploi, autour de la jeunesse? Eh bien, rien du tout, puisque la municipalité sortante considère que l'emploi va venir en faisant venir des grandes entreprises privées à Saint-Étienne, des multinationales. C'est ça, sa tactique. Je vais gentrifier Saint-Étienne. Gentrifier, ça veut dire je construis des immeubles pour les riches, etc. Je construis tout pour les riches. Il y a une très belle chanson qui s'appelle Saint-Étienne du groupe Barrio Populo que tu pourrais passer parce que vraiment, elle raconte ça très, très, très bien. Hein. On veut rendre Saint-Étienne comme une ville classique où il y aurait des gens comme à Lyon, etc. Saint-Étienne, c'est pas Lyon. C'est pas du tout la même vie. Hein. Donc non, ils font rien. Et en plus, ces emplois qu'ils font venir, c'est des emplois qui se délocalisent, c'est des emplois qui sont subventionnés par la ville. Non, ça ne marche pas. Par contre, ce qui marche pour s'occuper vraiment des gens, c'est les structures de proximité. Le problème, c'est qu'elles sont sous-financées. Si tu veux trouver du travail à Terre-Noire, tu iras beaucoup plus vite si tu vas au centre social, tu t'adresses au relais emploi, s'il jamais il a de la place, parce qu'il travaille qu'à mi-temps, le pauvre. Et lui, il va rapidement dépatouiller ta situation. Alors certes, en faisant appel au service public de l'emploi ensuite, s'il y a une formation à la clé, etc., puisque c'est eux qui ont le bouton, mais il va te dépatouiller la situation. Les structures de proximité, ça fonctionne très bien. Donc nous, on dit, il faut multiplier ce qui marche, c'est-à-dire les structures de proximité, qui est des gens vraiment accessibles, pas derrière un bureau, mais des gens qui soient dans des lieux accessibles, comme les centres sociaux, mais qui soient spécialisés dans l'emploi, qui puissent recevoir les gens et leur dépatouiller pour qu'ils puissent ensuite travailler avec Pôle emploi. Donc théoriquement, si un employeur recherche à créer des emplois, ça peut aussi passer par la formation. Donc il a forcément une demande à formuler auprès des acteurs de l'emploi. Alors comment devrait faire un employeur stéphanois qui aurait l'intention justement de créer de l'emploi, de prendre des apprentis, ou ne serait-ce que d'essayer de convertir, de reconvertir aussi des personnes qui sont à la recherche d'emploi et qui veulent apprendre un nouveau métier? Quand on sera à la mairie, il n'y aura pas de problème, parce que nous, on mettra des structures d'emploi dans chaque quartier. Donc il faut que le service soit le même pour tout le monde. Pour l'instant, il y a très très peu de structures de proximité. Les structures de proximité sont uniquement dans les quartiers politiques de la ville dits prioritaires. Oui. Parce que là, les besoins sont tellement énormes. À Moreno, les besoins sont tellement énormes que c'est évident qu'il faut mettre quelqu'un. C'est une question de paix sociale aussi, hein, parce que là, les gens sont prêts à exploser, tellement il y a du chômage, hein, à Moreno ou même à Terre-Noire, quartier de la politique de la ville. Ok, parce que c'est vraiment une nécessité, mais à Terre-Noire, la personne n'est pas à plein temps. C'est pas normal. Donc nous, on veut vraiment développer donc ces relais emploi par quartier pour que l'emploi se rapproche des gens. Et la formation par la même. Parce que aller en formation, c'est compliqué. Comment on fait pour valider une formation? Comment je fais pour que Pôle emploi m'accorde une formation? Quelles sont les étapes? Et sachant qu'il y a des financements Pôle emploi, il y a des financements région. Donc c'est très compliqué en fait la démarche de recherche de formation. Et il faut passer des fois un parcours du combattant. Par exemple, pour le permis de transport, ça c'est un sujet de tout temps. Hein. Ça a été toujours compliqué justement. Alors, transport en commun, je ne sais plus comment il s'appelle ce permis-là. Donc il y a le permis D. Il y a des fortes demandes, mais il n'y a pas la réponse en face. Alors, c'est un peu organisé par la Fédération du transport, etc. Ils se sont regroupés, ils font des choses pas trop mal. C'est un des secteurs encore qui marche pas. C'est
c'est pas trop mal. Quand à partir du moment où on arrive à rentrer dans le cursus et à trouver un stage en entreprise, ça peut se passer relativement bien. Mais faut-il encore trouver le stage en entreprise? Faut-il encore savoir que c'est possible? Alors, c'est justement, je reviens à la question de tout à l'heure, c'est l'employeur, si lui, il a l'intention de créer des postes ou de créer justement des formations, est-ce que lui, il peut passer directement par ses relais de quartier? Et je pense que si on parle de services de proximité, remettre au cœur de la ville, au cœur du citoyen, dans les quartiers même, justement, c'est cette proximité. Il faut créer une dynamique autour de tout cela. Ça veut dire que s'il y a une société de transport qui habite, qui a son siège, il y a 2 rues en dessous, il doit pouvoir venir. C'est le cas, puisque tu en as une à Terre-Noire, là. Donc ils pourraient venir, mais physiquement, pas par téléphone ou quoi que ce soit, mais quelque chose qui soit ouvert. Il a tout intérêt, la personne qui a une entreprise dans un quartier donné de Saint-Étienne, à travailler avec des gens en proximité du même quartier. Ça lui évitera énormément de problèmes. Les gens vont se rencontrer plus facilement. On a des intérêts communs. On vit dans le même quartier finalement. Et les problèmes de déplacement et de retard sont diminués. Donc l'entreprise, elle est gagnante. Elle est gagnante. Finalement, Après, quand on parle d'entreprise, il faut faire attention. Je ne parle pas des multinationales et qui sont représentées par le MEDEF. Je parle des entreprises qui ont d'autres représentants syndicaux. Oui, non, mais je parlais justement des je parle des petites entreprises, ouais, tout à fait, moyennes entreprises. C'est ce qui s'est déjà passé à travers l'histoire sur Saint-Étienne. Tout à fait, il y a un tissu de petites et moyennes entreprises à Saint-Étienne qui était très fort et qui continue à perdurer. Tous ces gens-là ont tout intérêt à travailler. Il faut qu'ils trouvent juste un interlocuteur. En plus, c'est très avantageux si jamais il y a un seul interlocuteur, ça intéresse beaucoup les entreprises. Et ça, c'est des idées qui peuvent être reprises par d'autres candidats dans d'autres villes. Ça, c'est de l'économie sociale et solidaire, oui. Ça s'appelle. On travaille tous ensemble dans un quartier, on développe des emplois non délocalisables, etc. Ça marche et ça crée des emplois. Simplement, ce n'est pas ce qui est valorisé, ce n'est pas ce qui est financé à l'heure actuelle. On parle beaucoup de services publics, de proximité. Est-ce que c'est l'atout, en fait, de ces élections de 2020 ? C'est une question. Vas-y, reformule la question. Ouais, je disais justement, la proximité et le service public, c'est vraiment l'atout des élections de 2020. Oui, mais enfin, il ne suffit pas d'en parler, quoi. Tu vois, jusqu'à présent, ça n'a jamais été fait. Il n'y a jamais eu de réelle politique de proximité menée par les municipalités. Les conseils de quartier, les conseils qui ont été mis en place ont toujours été à des échelles choisies par la ville. Que la ville décide que ces 3 quartiers-là, ils vont se regrouper, ils vont faire un conseil de quartier. Puis ça, enfin, c'est quoi? C'est découpé sur une carte, quoi. En fait, ça n'a pas de sens. Les quartiers, quand je parle des quartiers, je parle des quartiers vécus. C'est les gens eux-mêmes qui définissent où est-ce qu'ils vivent, tu vois. Donc là, pour l'instant, non, la notion de proximité n'existe pas. Quand on travaille avec des multinationales, on n'a pas de notion de proximité dans la tête. On est bien, bien, bien loin de l'humain. Donc là, si on se dirige vers 2020, les municipales et tout ça, l'emploi, c'est vraiment un des atouts. C'est comme l'eau, c'est des sujets qui sont très importants. Le transport, l'écologie. L'agriculture. Et l'agriculture ? La culture, pardon. La culture, ah oui. Mais bon, à Saint-Étienne, c'est vrai qu'on pourrait parler aussi des jardins partagés. Oui. Mais là, je parlais de la culture. Et puis j'évoquais les cinémas. La culture qui crée de l'emploi également, mais qui fait l'objet de subventions. On pourra parler d'agriculture une autre fois, si tu veux, parce que l'agriculture, c'est l'alimentation. Oui, voilà. Ça, c'est important. Il y a les projets de fermes verticales dans certaines grandes villes. Sans aller sur de la technologie comme ça, qui n'est pas sans problème, au niveau de la pollution et tout ça, mais sans aller vers ça, on a une ceinture verte tout autour de Saint-Étienne. Il y a énormément de terrain. Le tout, c'est qu'on les gâche pas. À l'heure actuelle, on est en train de bétonner et de goudronner des terrains qui auraient une valeur agricole. Voilà, il faut penser aussi que, au-delà des élections municipales, il y a aussi les élections en fait, de Saint-Étienne Métropole. Après, c'est la suite. Donc, effectivement, l'agriculture, ça sera un sujet à Saint-Étienne Métropole, parce que toutes les communes voisines, elles sont, certaines sont quand même bien
représentés dans le monde agricole. Donc là, c'est vraiment. Puis voilà, les Stéphanoises et les Stéphanois, ils sont quand même très intéressés par l'agriculture biologique. Tout le circuit des AMAP est extrêmement présent. Donc c'est Qui vrai crée de l'emploi aussi. et oui, qui crée de l'emploi aussi. Et donc c'est vrai que c'est une question, même si sur la commune même de Saint-Étienne, il n'y a pas de terres agricoles. Il faut quand même produisées qu'on retrouve énormément. une certaine autonomie, quoi. C'est ça, c'est une question de démocratie, là encore. Oui, voilà. Si Oui, l'autonomie si notre alimentaire, nourriture ouais. ne vient pas de notre Bien sûr. territoire, si notre nourriture, en fait, il y a 1 et quelques pourcents, 1,3% de notre nourriture qui vient de notre territoire. Donc ça veut dire qu'on est complètement dépendant, et c'est un non-sens écologique, toute notre nourriture vient d'ailleurs. Même le lait qu'on produit en masse dans la région, en fait on est excédentaire en lait. Même le lait qu'on produit en masse, il trouve le moyen de partir, je ne sais plus, à Laval et pour revenir ici. Tu vois ? La transformation. Ouais, en transformation, parce que bon, il faut homogénéiser, etc. tout ça. Mais donc là, on est dans un problème énorme, quoi, parce que là, ça ne tient pas, ça ne tient pas. C'est hyper fragile. Une petite rupture de transport, etc., machin, et on n'a plus rien, on n'a aucune réserve. Donc le fait de produire localement, c'est nécessaire. Et en plus, c'est beaucoup plus écologique et ça crée beaucoup plus d'emplois. Dans la région parisienne, par exemple, tiens, pour recoller avec l'emploi, dans la région parisienne, tout autour de la région parisienne, au 19e siècle, il y avait une ceinture verte. D'accord ? Et là, tu avais des maraîchers extrêmement doués qui arrivaient à faire plusieurs productions par an, etc., avec des méthodes en utilisant le fumier de cheval et tout ça. Tu vois. Et dans ces structures maraîchères, tu avais 10 employés à l'hectare. Aujourd'hui, il y a combien d'agriculteurs à l'hectare ? Une personne pour... Et encore, ils sont aussi. Et les agriculteurs, eux, ils sont en voie de disparition. C'est ça. Et puis on peut penser à eux parce que forcément, il y a beaucoup de suicides chez les agriculteurs. On n'en parle pas beaucoup. C'est des métiers qui sont très difficiles. Moi, j'ai un ami qui a une ferme laitière vers Bourg-en-Bresse, donc qui fournit le lait pour le fameux fromage, et qui est jeune, mais qui travaille énormément, 7 jours sur 7. Donc ils se font remplacer de temps en temps pour quelques jours de vacances, et encore. Et c'est des métiers on parle pas beaucoup de pénibilité avec la retraite, puisque c'est un mot que apparemment le président Macron n'aime pas trop, mais ça fait partie des métiers en souffrance, psychologiquement et socialement. Et là aussi, moi, je pense que justement, une municipalité, je veux dire, dans son programme, dans le cadre de la politique de la ville, devrait vraiment axer tout sur l'emploi, tout sur la formation. Et penser autour de cela, justement, permettre, encore une fois, le développement du transport. Ça, c'est important parce que quand on nous impose d'avoir le permis, d'avoir une voiture, là, justement, quand on parle d'écologie, ça tient pas debout. Le transport électrique, alors forcément il y a le tram, il y a combien de lignes de trolleybus à Saint-Étienne ? Il y a déjà 1, 2, je sais plus. Il y en a une. 4 ou 5 4 ou 5 Je sais pas. Non, je sais pas, on en a parlé avec la Stas il n'y a pas longtemps, mais je me souviens pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le trolleybus, c'est très intéressant à développer. On a une technologie là qui est rare en fait. Hein. C'est rare les villes qui maîtrisent le trolleybus. C'est très rare. Et c'est beaucoup moins coûteux que le tram. Hein. Les sociétés qui sont intervenues pour la construction de la 3e ligne de métro, est-ce qu'ils ont fait appel justement à le tram, pardon. Bah Mais pourquoi pas ? Mais je fais un petit coucou justement à un ami qui nous écoute souvent de Tunis. Et là-bas, le tram s'appelle le métro. Donc voilà, le lapsus, il n'était pas anodin, mais voilà. Donc un petit coucou du côté de Tunis. Justement, donc la ligne 3 du tram, est-ce qu'ils ont fait appel à des créations de formations pour des jeunes pour apprendre justement les métiers qui font appel souvent électricité, génie civil et autres À ma connaissance, non, mais on peut se tromper. Hein. Si ça a été fait, c'était anecdotique. À ma connaissance, il y avait 3 tranches, il y avait 3 marchés, hein, c'est ça ? Et ils ont distribué les 3 marchés. Je crois qu'ils ont fait 3 tranches en fait. C'était des grandes tranches immenses. Hein. Il fallait peut-être une entreprise hyper costaud. Même comment elle s'appelle ? L'entreprise qui est là, juste là en dessous à Terre Noire. Là, je connais pas tous les noms. Comment elle s'appelle cette entreprise de bâtiment ? Tu sais ?
Oh, ça m'échappe là. Mais tout le monde la connaît. La Colas, voilà. Même la Colas a été recalée sur le marché. On ne sait pas trop pourquoi elle a été recalée. Pourtant, la Colas, c'est une entreprise assez conséquente quand même, tu vois. C'est vraiment des gros marchés, quoi. La dernière fois, avec Jérôme, on a évoqué justement dans les quartiers populaires, la création de logements sociaux permet aussi de générer de l'emploi, de faire appel justement à des jeunes, pas forcément des jeunes, mais à des habitants des quartiers, de travailler sur des projets de création de logements, en fait, puisque c'est ce qui manque, c'est créer des logements pour créer de l'emploi. Et ça, c'est quelque chose qui aussi a toujours existé de tout temps. On sait que si le bâtiment se porte bien, l'emploi se porte bien, enfin de ce qu'on dit. Et une ville qui veut se développer économiquement, en créant justement des logements, on peut aussi créer de l'emploi. Créant des logements et puis aussi en rénovant. Parce que tout à l'heure, on parlait de la Dame Blanche, par exemple. Les immeubles là-bas, ils demandent vraiment à être rénovés. Et c'est aussi un sujet qu'on n'a pas abordé, mais on ne pourra pas tout aborder aujourd'hui. Oui, il reste 4 minutes. Voilà, il reste aussi la grosse question des personnes à mobilité réduite. Oui, voilà. Et là, par exemple, il y aurait beaucoup de choses à faire pour faire des petites pentes devant certaines entrées d'immeubles. Oui, on l'a évoqué la dernière fois avec Fabrice. Et ça, c'est devant les commerces. Et ça, devant les commerces. Et ça, c'est un truc tout bête qui permet à tous les petits entrepreneurs des quartiers, des petites entreprises de bâtiment, de faire ça. Et ça, c'est quelque chose que peut-être la mairie pourrait. La plupart des commerces sont inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. Mais dans tout ce qu'on a dit, enfin, moi, ce qui me touche surtout, et c'est pour ça que je soutiens ce mouvement de la citoyenne, c'est-à-dire que c'est plus un changement de regard. C'est-à-dire que on ne se pose pas la question, on ne va pas construire des choses pour les gens et pour qu'ils vivent comme ceci ou qu'ils vivent comme cela, tout ça. On va partir des gens et se demander, en les regardant, en les estimant, en ayant du respect et de la bienveillance pour eux, de quoi chacun a besoin. Ce que chacun peut amener et ce que chacun a besoin pour vivre, et pas seulement pour survivre. Mais ne pas faire rentrer les gens dans des cases, comme ça, en disant, bon, bah, hop, eux, on va caser là, tout ça, ce que fait Perdriau, on va faire un truc pour les riches, et puis, bon, le reste, on essaiera de cacher un peu la misère, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Mais non, on voudrait c'est comme dans les Gilets jaunes, on voudrait que chacun soit vraiment respecté et se dire, bon, ben, de quoi chacun a besoin pour vivre. Essayons de vivre ensemble. Et donc, à ce moment-là, on touche tous les thèmes. On touche le thème de l'emploi, on touche le thème de l'environnement, savoir que par exemple on parlait la dernière fois des gens, enfin c'est quand même hallucinant que des gens vivent au milieu des rats et des cafards, voilà, que à 100 mètres de l'hôtel de ville il y a des gens qui dorment dans la rue, que le 15 enfin même avant, même le 10 du mois, il y a des gens qui se retrouvent à être à découvert et à se demander comment ils vont pouvoir faire vivre leurs enfants, comment ils vont pouvoir nourrir leurs enfants. C'est tout, c'est problématique. Là, c'est vraiment... moi, je trouve que là, jusqu'à présent, Saint-Étienne est pris, c'est encore une fois, Saint-Étienne est pris dans un ensemble qui le dépasse, qui touche la mondialisation. Voilà. Mais nous, les gens, ils veulent vivre au quotidien, ils veulent s'en sortir au quotidien, quoi. Bah, c'est très bien, en tout cas, Fabrice. Ça vient du cœur en tout cas. Ouais. Il a les yeux aux larmes pour ceux qui ne peuvent pas. Mais il a les larmes aux yeux, pardon. Et en tout cas, c'était passionnant. Merci d'être venu et d'avoir participé à cette première de Haute-Ta-France. Donc aujourd'hui, on a abordé le sujet de l'emploi, mais je pense qu'on va aussi le développer encore une fois. Il y a plein de sujets à développer et de toute manière, tout se rejoint au niveau des transports, de l'écologie, du social, des services de proximité. Tout ça, c'est très important pour une ville. Et remettre justement, comme on l'a dit la dernière fois, le citoyen au cœur de la ville, au cœur des projets de quartier. C'est ça une ville. C'est ça une ville, voilà. Et être citoyen. Une dernière chose en fait, parce que moi il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est que on en a pas mal parlé d'ailleurs avec Philippe. Il y avait la résidence des Hortensias.
qui a été rayé de la carte. Où justement il y avait vraiment, c'était l'humain quoi. Parce qu'en bas il y avait une crèche, en haut il y avait les personnes âgées, des personnes âgées qui faisaient vivre aussi le quartier. Et puis, du moment que c'était logique, puisque les gens au départ prenaient un appartement à 2, et puis comme ils étaient très âgés, il y en avait un qui mourait au bout de quelques années. Et donc, comme les appartements n'étaient pas remplis complètement, qu'on n'arrivait pas à mettre... et encore, ils étaient occupés à 80%. La municipalité a choisi de tout détruire, prenant des personnes qui vivaient dans cette résidence depuis 14 ans, 20 ans, des années, qui avaient des personnes âgées qui avaient trouvé leur repère, les gens étaient contents aussi, de confier leurs enfants parfois quand ils allaient faire une course à papy ou à mamie, parce que c'était devenu les papys et les mamies du quartier. Bon, et tout ça, on l'a détruit. Les gens, il y en a qui sont morts parce que c'est super dur à 80, 90 ans d'être déplacé comme ça, d'être comme un numéro qu'on place ici. Et on a complètement, la municipalité a complètement oublié que en déplaçant les gens, c'était des personnes, des êtres humains qui déplaçaient, quoi. Ils ont complètement oublié la notion du cœur, quoi. Et on va reprendre encore ce mot de la fin. Le cœur, c'est très important pour Fabrice, le cœur. Ouais. Et c'est ce qui fait battre justement aussi une ville. C'est la dynamique, l'emploi, et en espérant que justement Saint-Étienne retrouve un peu cette vitalité d'autrefois, qui était une ville ouvrière où les gens se connaissaient, notamment les gens qui vivaient dans les quartiers. Et ça, c'est très important, le tissu social, le tissu associatif, développer justement des actions citoyennes et permettre aux gens justement à travers les élections, de pouvoir déterminer un projet citoyen. Et vous pensez inversement, c'est que vous allez voir les gens justement pour créer un projet citoyen. On va pas comme ça diffuser des projets pour un projet politique, mais vous allez voir les gens justement pour leur demander qu'est-ce qu'ils voudraient voir justement naître dans une nouvelle municipalité. Et ça, c'est intéressant sur comment repenser la politique citoyenne et non pas la politique politicienne qui est autre chose. En tout cas, merci d'être intervenu. Merci. Vous, hein. Merci André, merci Philippe, merci Fabrice. Merci. Donc on se retrouvera jeudi prochain pour un nouveau numéro de Vote ta France. On évoquera un autre sujet. Avec plaisir. Et en tout cas, merci pour ceux qui nous ont suivis. Jeudi prochain, on essaiera de faire un peu mieux sur Community Manager. Pour permettre aux personnes d'intervenir. Alors bien entendu. Désolée, mais en fait, j'ai pas vu de commentaires. Hein, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, apparemment, il y a un petit souci. C'est un métier, tu sais. C'est un business. C'est des nouveaux. C'est le métier digital. Voilà. Ça a son importance. Et vous pourrez aussi intervenir directement sur l'antenne en nous appelant à un numéro de téléphone et réagir, et intervenir justement et poser des questions. Vous pouvez retrouver l'émission sur Facebook en replay. Et puis n'oubliez pas la web radio en téléchargeant l'application Radio Orange et radio.fr. Vous recherchez Droit Citoyen en un seul mot, puisque Droit Citoyen, c'est en un seul mot le nom du média. En tout cas, merci à vous tous et très bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Et on se quitte avec Candy, qui était intervenue il y a quelques temps et qu'on embrasse, bien entendu. Il y a beaucoup de gilets jaunes qu'on a rencontrés et avec qui on a eu beaucoup d'échanges très positifs et avec beaucoup de sincérité. Et bonne soirée. Justement, un droit citoyen par rapport à d'autres médias, il laisse parler les gens et c'est vraiment la voix du peuple en fait. On ne nous pose pas les questions choisies parmi tant d'autres pour stigmatiser les gilets jaunes. Droit citoyen nous laisse vraiment la parole. On peut discuter de tout ce qui concerne le droit et les citoyens. La population doit s'exprimer normalement et droit citoyen nous laisse la parole. Et merci de venir parmi nous dans les manifs pour nous laisser parler. Droit citoyen, la radio de tous les citoyens et citoyennes. Vivez l'information libre et citoyenne avec Droit citoyen. Choisir, rêver, bâtir un château de sable ou un empire, se perdre ici.